Ou est-ce qu'on attend une petite minute de plus? Moi, je suis open, vous me dites. Il y a Ok. combien de personnes dans la salle? Euh, 30. Si on parle de salle. Ouais, oui. Alors, j'ai eu mon petit message. Bon, je pense qu'on va se lancer dans pas longtemps. OK. Bon, bonjour à tous. Merci d'être là à midi avec nous pour ce webinaire Facturation électronique 2026. Donc, peut-être qu'on commence par se présenter et après on enchaîne. Donc, moi, c'est Maxime Riali, président de Outils, société d'édition de logiciels destinée aux architectes et aux bureaux d'études, basée à Paris, en France. Voilà, logiciel de gestion complet pour tous vos besoins de gestion. Je suis rejoint par Yann Gilbert. Ouais, bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire. Moi, je suis expert comptable et commissaire aux comptes. J'interviens beaucoup pour les architectes. Et du coup, je suis content de participer à cette invitation de la part de Maxime, et merci Maxime, pour la présentation de la fameuse facture électronique qui va arriver très très vite, c'est-à-dire le 1er septembre 2026. Tout à fait. Bon. Donc, on déroule. Est-ce que ça marche? Voilà. Donc, la première question, Yann, c'est pourquoi la facturation électronique? Pourquoi maintenant? Pourquoi on fait ça maintenant, ce webinaire? C'est quoi l'urgence? Est-ce qu'il y en a une? Alors, l'urgence, c'est vrai qu'on aurait tendance à reprendre un petit peu la matrice d'Eisenhower entre l'urgence et l'important. Et d'ailleurs, le slide le montre assez facilement. Il y a beaucoup de pays qui sont déjà passés sous format facture électronique, notamment nos amis italiens. Au départ, ça a été beaucoup le Chili, l'Argentine, les pays effectivement où il y a de la tension. Et aujourd'hui, les Italiens sont en avance. Ils ont commencé en 2019. Il y a eu une mise à jour en 2022 et une en 2025 où petit à petit, ils ont amélioré leur processus. La France devait passer le 1er juillet 2024, mais il y a eu un retard. Et ce retard est reporté au 1er septembre 2026. Puis 2027, mais en tout cas, la première mesure, c'est 1er septembre 2026 pour tout le monde. On ne parle pas du tout de report. Au congrès de l'Ordre des experts comptables, on n'a pas du tout parlé, et on veut plutôt effectivement que ça se mette en place pour toutes les entreprises en France. Ah, là, je pense qu'on y est. Je pense que Là, on y est. Ouais, on y est, ouais. effectivement. Et justement, la Belgique, on aura l'occasion d'en parler dans un peu plus de détails. Oui, la Belgique Et y est passée récemment. Alors du coup, pourquoi la facture électronique? Il y a 4 axes au niveau du gouvernement. Le premier essentiel, c'est la fraude à la TVA. Il y a eu des estimations qui ont été faites au niveau de la France. C'est un montant de 15 milliards. Comme déjà on a des sujets avec le budget de l'État,
l'administration souhaite effectivement récupérer 15 milliards d'euros au titre de la TVA. Et on a vu que les études au niveau de l'État, lui, avaient été relativement positives, puisqu'on parle de plus de 12 milliards de récupération. Donc au niveau de l'État français, effectivement, ça force un petit peu les choses. Après, on va avoir un sujet aussi. Pourquoi ? Parce que ça va diminuer en fait les coûts déclaratifs, la collecte de l'information, récupérer toutes les factures d'achat, émettre. Du coup, ça prend du temps pour les entrepreneurs, pour les architectes notamment. On va avoir aussi une amélioration de la connaissance du marché, de l'activité économique en France. Et du coup, normalement, ça devrait avoir des répercussions positives sur un État français qui devrait être en réactivité positive pour essayer d'améliorer l'économie au niveau français. Et puis, on va avoir aussi une réduction des coûts et des délais en termes de paiement pour améliorer la compétitivité. On va parler forcément du besoin en fonds de roulement, pour les entreprises. Donc ça, c'est les 4 objectifs et il faut bien avoir en mémoire que ça va en fait dans le sens pour les architectes, pour toutes les entreprises françaises, même si de prime abord, ça paraît une contrainte. Ouais, exactement. C'est une contrainte en soi dans le court terme, mais long terme, clairement, ça va faire gagner du temps à tout le monde. Oui, puis de l'argent. Et puis de l'argent. Et de l'argent. Donc, est-ce que ça concerne tout le monde, là, alors, tous ces architectes qui nous regardent? Alors, ça concerne tous les architectes. Ça ne va pas concerner les particuliers, ni les associations non assujetties, ni... il y a des cas spécifiques comme les entreprises de défense, etc., qui ne sont pas assujetties à la facture électronique pour des raisons de sécurité. Mais globalement, les architectes font partie et même, je fais une petite parenthèse, pour les auto-entrepreneurs. Parce qu'ils ont juste une franchise de TVA, mais ils sont assujettis. Donc, ils ont quand même l'obligation de transmettre et recevoir les factures électroniques. Voilà. Très clair. Donc, côté comptable, quels sont les malentendus les plus rencontrés par vos clients par rapport à cette réforme? Alors, ça, j'en ai eu dans d'autres webinaires là-dessus. Le plus gros malentendu, c'est qu'on suppose que la facture électronique, à partir du moment où on passe en PDF. Alors, c'est complètement faux. C'est effectivement, il ne faut pas le voir comme ça. En gros, il existe, pour votre information, 3 types de factures électroniques. Vous l'avez en fait sur le présent slide, c'est la facture X, qui a un mix entre le PDF que vous connaissez et l'XML. Il y a l'UBL, qui est en fait pour les grandes entreprises, et le C2I, qui est utilisé au niveau européen. Mais je vais revenir en fait sur ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la facture électronique X, c'est-à-dire PDF. L'être humain est capable de la lire, et XML, c'est uniquement du code qui va être lisible uniquement par la machine, c'est-à-dire la plateforme agréée, et la PPF, donc désolé pour le terme, mais c'est le portail public de facturation qui est géré par l'administration avec les annuaires. Donc il faut que vous imaginiez un petit peu ce PPF, ce portail public de facturation, où vous avez le numéro SIRET de l'entreprise, il y aura une codification, donc on appellera ça une adresse, et du coup toutes les entreprises et toutes les succursales en fait seront référencées dans cet annuaire. Après, toutes les données vont être transmises en hors taxe avec un montant hors taxe, avec un montant TTC, de la TVA, de façon à ce que ça soit lisible par les portails. Et ensuite, on aura 2 chemins d'envoi. Il y aura un chemin qui, en fait, on l'appellera e-invoices,
C'est-à-dire que en fait, c'est pour les entreprises en B2B, c'est-à-dire que je facture à une entreprise, mais il faudra aussi que j'envoie ma facturation auprès du portail public de facturation. Et puis, vous aurez directement à un particulier, vous faites des travaux pour un particulier, ça ira directement seulement auprès de l'administration fiscale à travers la PPF. C'est clair. Je ne sais pas si toi, tu as des questions ou si… Des questions, effectivement, il y a tous ces différents formats. Ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille depuis un petit moment chez Outil, parce qu'à l'époque, on était déjà prêt en 2024 pour la réforme quand elle était censée se passer en 2024. Donc, on s'était concentré sur la facture X, sur le format facture X. Là, ce qu'on vient de faire en Belgique, on s'est notamment concentré sur le C2I. Mais bon, ça reste des formats, comme tu disais, le fait de juste qu'un ordinateur puisse les lire. Donc, c'est une forme de couche qu'on ajoute en plus d'un PDF pour pas que l'ordinateur ait à essayer de déchiffrer le PDF qui est en soi une forme d'image. Donc, tout ça, ça permet une forme de fluidité avec tous les process, les machines. Le bon format sera en fonction du pays. Donc, nous, le but, c'est de prévoir l'ensemble des formats possibles et de les proposer en fonction des pays des clients concernés. D'accord. Et du coup, la Belgique, vous êtes passé le 1er janvier 2026, si ma mémoire est bonne. Ouais. Effectivement. Donc ça c'était un chantier de l'année dernière pour être prêt et au rendez-vous le 1er janvier. C'était assez intéressant comme expérience du fait que c'était même le gouvernement n'était pas forcément prêt. Ils avaient leur service public qui s'appelait Hermès, qui était décommissionné le 31 décembre sans forcément de communication de ce qui allait se passer à la suite. Donc, à la suite, il y a eu des clients qui ont dû transitionner d'un système à l'autre. Après, il y a une période, il y a un moratoire de 3 mois qui permet une forme de période de grâce pour que les gens se mettent en conformité. Donc là, tout se passe très bien. On est en train de gérer cette transition avec nos clients belges. Je vois beaucoup de parallèles par rapport à la France. Ce n'est pas les mêmes obligations. En Belgique, il y a une obligation de réception et d'envoi à partir du 1er janvier 2026 et du e-reporting à partir de 2028. En France, c'est tout à fait différent. On va rentrer plus dans le détail des dates un peu plus tard dans le webinaire, mais concrètement, les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes. Nous, techniquement, on fait en sorte que ça soit géré de la même façon pour l'ensemble des pays concernés en Europe. Ok. Et du coup, c'est compatible, la France et la Belgique? Il n'y a pas de sujet particulier. Ça va être à peu près c'est le même modèle, de toute manière. C'est facture électronique. Oui. En termes de Alors, globalement, le même système. Après, la Belgique est sur le réseau PayPal. Le format de fichier ne sera pas tout à fait pareil. Après, concrètement, encore une fois, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ces fichiers XML, et globalement, ça revient à du XML, comment est-ce que c'est compilé? Ça, c'est une autre question, le C2I ou Facture X. Mais ce qui est dans le XML, c'est toujours les mêmes champs, et c'est les champs obligatoires qui ont toujours été obligatoires sur une facture de vente. Donc, D'accord. la TVA, etc. Donc, globalement, à une échelle européenne, c'est assez similaire. Il y a juste des petites contraintes qu'on gère pays par pays, et ça, on le fait avec nos partenaires PA. D'accord. Donc, la différence concrète entre une facture, un PDF envoyé par mail et une facture électronique, nous, par exemple, dans Outils, concrètement, c'est que nos clients préparent leurs factures. Là, jusqu'ici, ils les préparent en PDF et ils les envoient aux clients. Donc, il y a un système d'envoi automatique. Demain, ça sera la même chose.
on enverra quand même les PDF par mail, sauf qu'il n'y aura plus d'obligation de le faire parce qu'en parallèle et de manière invisible, on enverra à travers le PA au PA du client final. Donc l'envoi de conforme se fera de manière invisible et l'envoi du PDF, parce que ça reste quand même du jour au lendemain, la relation client ne va pas changer drastiquement. Les gens s'attendent quand même à recevoir des PDF par mail et pouvoir lire les factures et émettre leur paiement et pas changer leur flux et leur process de facture. Mais il n'y aura plus cette réelle obligation de l'envoyer par PDF. Et ce qu'on enverra concrètement, ça sera un PDF avec l'XML. Donc, ça sera le fichier final, le format conforme. OK. Et du coup, il y aura un pré-remplissage de TVA ou comment ça va se passer pour toi? Au niveau de la facture, pardon. Ouais, oui. Parce que quand tu Bah, envoies directement sur... oui. Quand tu envoies directement, est-ce qu'il y a un pré-remplissage? L'administration, normalement, n'a pas encore prévu ou c'est projeté, mais il va y avoir pas mal de cas d'usage là-dessus. Oui, bah, justement, ça c'est tout ce qu'on est en train de prévoir là en amont sur le prochain mois, histoire d'être prêt, je pense, 1er avril à 100%. Mais Mm. je ne suis pas sûr de comprendre exactement la question parce que la TVA, on la gère au niveau de la facture. Est-ce qu'on parle des déclarations de TVA? Ouais, c'est la déclaration de TVA, parce qu'aujourd'hui, j'ai vu pas mal d'architectes qui disaient, mais est-ce que la déclaration de TVA, elle va être automatique? Et Euh, Ça, c'est la notion de e-reporting qui aurait l'obligation de se faire plus tard, courant 2028 de mémoire. Mm. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y aura des automatisations à ce niveau-là? Pour le moment, de ce que j'ai compris, il y a rien de prévu. Mm. Après, déclaration de TVA, ça reste concrètement un sujet assez comptable pour le moment, pour la grande majorité de nos clients. Peut-être que tu peux confirmer ou pas, je ne sais Oui, pas. oui, oui. Alors, en fait, en termes Oui, alors je te confirme que c'est encore un sujet comptable. On essaye de l'automatiser, mais on a énormément de cas d'usage. Les cas d'usage, c'est les spécificités liées à chaque transaction. On en parlera après avec notamment les notes de frais, les acomptes, l'autofacturation, etc. Et du coup, jusqu'en 2024, il y en avait 36, si ma mémoire, et là, on a évolué à 42 ou 43. Je me souviens plus exactement du nombre. Et la facturation, la déclaration doit être contrôlée et doit être absolument... ça va être encore un sujet comptable pour les experts comptables. Et il y aura des contrôles qui seront peut-être un peu plus compliqués, parce que même si c'est tout automatique, il faut aller revoir, en fait, ça va être de l'analyse de données. Ouais. Alors ça, j'ai voulu effectivement sur ce slide-là, c'est un slide de l'administration fiscale qui a été passé par l'ordre des experts comptables pour que vous compreniez bien en fait les flux. Ici, vous avez en fait un fournisseur, un architecte, il a sa plateforme agréée, il a souscrit à travers outils, par exemple, et il va émettre une facture. Quand on émet en fait une facture, on ne l'envoie pas par mail. Ça passe par cette fameuse boîte aux lettres, on l'appelle nous boîte aux lettres, et ça va être ensuite envoyé au client via la plateforme ici agréée numéro 2, et le client va pouvoir recevoir en fait le fichier en PDF et en XML. Parallèlement à ça, l'administration va recevoir sur son PPF la facture avec la TVA. Et donc, elle est au courant en fait de la TVA collectée par le fournisseur et la TVA déductible par le client.
Et donc, on va avoir une notion, ici, on est dans le B2B, puisque en gros, le client là, a une plateforme agréée, ça veut dire qu'il est assujetti à la TVA. Et si c'était un particulier, il n'y aurait pas de plateforme agréée numéro 2, mais il y aurait quand même le chemin PA1 directement via l'administration fiscale. Et donc, l'annuaire, il est bien en fait au niveau du PPF, c'est-à-dire du portail public de facturation. Systématiquement, un architecte qui travaille pour un particulier envoie sa facture sur sa plateforme, pas par email, et va arriver directement en fait au sein de l'administration. Il enverra en fait sa facture PDF comme d'habitude au client particulier, puisque en fait on a bien dit qu'il y avait, c'était dupliqué PDF d'un côté et XML. Mais l'XML, je rappelle juste, c'est uniquement en fait pour la plateforme agréée et pour le portail public de facturation. Du coup, l'architecte collectera la TVA auprès de son client et du coup devra reverser la TVA auprès de l'administration fiscale. Donc il faut bien en fait avoir ce schéma en tête avec deux plateformes agréées, un du côté fournisseur, un du côté client. Et toutes les entreprises auront une plateforme agréée. Une entreprise, d'ailleurs, au passage, peut avoir deux plateformes agréées, hein, une pour recevoir, une pour émettre. Il y a pas, c'est possible. Après, il ne faut pas démultiplier, mais c'est pour ça qu'on vous encourage dès aujourd'hui à vous rapprocher en fait d'un éditeur pour souscrire à une plateforme agréée, pour être capable de recevoir en fait vos factures. Parce que, on va le voir après dans le webinaire, ce qui est important, c'est d'être capable de recevoir ces fameuses factures XML pour pouvoir récupérer la TVA et du coup que ces fameuses factures qui sont en fait dans le cadre de l'exploitation de votre entreprise puissent être déductibles de l'impôt sur les sociétés. Donc ça, c'est à partir du 1er septembre 2026. Ouais. Et oui, par rapport à ce qu'on disait avant, je pense que juste d'un point de vue habitude, on va quand même continuer à recevoir les factures quotidiennes par mail, mais du fait qu'il n'y aura plus cette obligation technique de l'envoyer par mail, petit à petit, je pense qu'on les recevra plus. Et il faut vraiment se fier au fait d'avoir justement le PA qui reçoit l'ensemble des factures de réception et le PA qui les envoie. Tout à fait. Et la question de la déclaration automatique, c'est vrai que c'est intéressant, je vais me le noter parce que en soi, logiquement, tout y est. Donc, par définition, la déclaration, elle devrait pouvoir se faire à partir du moment où on transmet l'ensemble des pièces. Oui, alors il va y avoir des particularités, notamment par rapport au cas d'usage. Quand on va avoir une facture d'acompte, que le client renseigne bien sa facture, parce qu'il y aura une TVA en fait à récupérer ou à collecter au titre de la facture d'acompte, et puis on aura la facture de solde. Donc il y aura tout à prendre en compte. Donc c'est en fait des sujets à traiter. Ouais. Donc il y aura des vérifications. Puis je vous rappelle que l'expert comptable fait un cadrage entre la TVA collectée et l'alias fiscal ou les comptes annuels pour voir s'il y a un contrôle de cohérence. On passe au suivant. Oui. Bon, le calendrier, on en a un peu parlé. Alors, sur le calendrier, je ne sais pas si toi tu as, ou sinon j'évoque le sujet. Mais sur le calendrier, ce qui est important pour moi, aujourd'hui en tant qu'expert comptable, c'est que dès le 1er septembre 2026, vous voyez qu'il y a en fait dans le schéma, vous avez d'abord la réception. Tout le monde doit être capable de réceptionner une facture électronique. Donc, c'est les grandes entreprises, les ETI et les TPE, PME. Donc, tout le monde, de l'auto-entrepreneur à la société au 440.
Maintenant, concernant l'émission, si vous regardez, au 1er septembre 2026, toutes les grandes entreprises, donc les sociétés du CAC 40, les entreprises dont la taille est supérieure à 5000 personnes et un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard vont être obligées d'émettre. Et on a tous comme fournisseurs Orange, on a tous comme fournisseurs éventuellement Orange, Bouygues ou Total, peu importe, eux vont être obligés d'émettre dès le 1er septembre 2026. Et c'est pour ça que nous sommes obligés, nous, en tant qu'entreprise plus petite et plus modeste, de réceptionner en fait ces factures qui sont émises par les grandes entreprises. Donc ça, on a cette obligation. Après, on verra qu'il y a des pénalités. Et du coup, nous, effectivement, petites entreprises, notamment les architectes, ont pour l'émission des factures, à partir du 1er septembre 2027. Mais si on choisit notre plateforme agréée pour la réception, autant la choisir aussi également et autant se mettre en ordre de marche tout de suite pour l'émission. Voilà ma recommandation. Tout à fait. Et, pour nous, chez Outils, ça reste l'objectif. Que la réception soit obligatoire le 1er septembre 2026, on compte faire l'envoi en même temps du fait que c'est le même process. Donc autant que tout soit prêt en même temps. Mais concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'à partir du 1er septembre, l'ensemble des entreprises sont en mesure de recevoir les factures des grands groupes. C'est ce qui va se passer. Ouais. Avec l'ensemble qu'on reçoit plus tard. Et je pense que ça, en Belgique, il y avait une période de grâce de 3 mois, de janvier à fin mars. Pour ceux qui n'étaient pas conformes, je pense qu'il y aura moins cette situation en France. À voir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent à définir. Mais du fait que l'obligation est faite en tranches, je pense qu'ils vont être un peu plus intransigeants. Oui, ça ne sert à rien d'attendre. Exactement. Et donc, alors, si on attend, c'est quoi le risque? Voilà, on arrive sur le problème des pénalités. Donc, en gros, là, on a affiché les pénalités avec l'article 1337 et 1737 et 1788 du CGI, du Code général des impôts. En gros, l'amende, c'est 15 € par facture, dans la limite de 15 000 €, et 250 € par transmission, dans la limite de 15 000 €. Donc, dès le 1er septembre, si on ne reçoit pas, on va avoir en fait ce sujet-là de pénalité. Mais à la rigueur aussi, moi j'attire votre attention, c'est qu'on ne peut pas récupérer la TVA. C'est-à-dire que sur un montant TTC ou sur un montant hors taxe, on aura 20% de la TVA si on a 20% de TVA qui sont en fait en déductibles, qui vont être pénalisés. Et on risque aussi d'avoir un autre sujet, c'est la déductibilité en fait de la charge par rapport à son impôt sur les sociétés si on est à l'IS ou son impôt sur le revenu si on est à l'IR. Donc c'est important effectivement de bien mettre en exergue ces risques comptables et fiscaux où ça ne sert à rien d'attendre le dernier moment, ça ne sert à rien d'attendre le mois d'août parce que tout le monde est en vacances et le mois de juillet. C'est maintenant, et c'est pour ça que il y a une urgence, selon moi, et selon Maxime d'ailleurs, de se mettre effectivement en conformité et de s'organiser en amont en fait de ces déclarations et de l'émission de ces factures et de la réception de ces factures. Après, on a rajouté pour les fournisseurs de plateformes agréées, cela ne vous concerne pas puisque vous n'êtes pas fournisseur de plateformes agréées, mais ils ont eux aussi une amende, une pénalité. Et je voudrais juste rajouter une petite chose, c'est que le nombre de plateformes agréées qui ont été agréées par l'administration fiscale, aujourd'hui, il y en a plus d'une centaine. Elles ont été agréées au mois de janvier 2026, donc c'est tout récent. Il y a eu en fait tout un parcours et tout un processus entre l'administration fiscale et les plateformes agréées. Et du coup, aujourd'hui, on a le choix, en fait, sur ces plateformes agréées. Après,
il faut voir avec la solution compatible, etc. Tout à fait. Et par rapport à ça, je précise que Outil ne sera pas une plateforme agréée, une PA. Nous, on est OD, donc on travaille avec les PA. Ce sujet de conformité, l'objectif, c'est de travailler avec des partenaires et que la notion de PA, quel que soit le PA qu'on choisit, soit portable. Donc là, en état, on est en mesure de pouvoir se brancher avec 3 plateformes agréées qui font les 3 l'obligation. Voilà. Je précise juste pour les participants que Outil n'est pas une PA et c'est pas notre objectif non plus. Ça, c'est une forme de, pour moi, ça va être une commodité de pouvoir transmettre ça. Nous, notre objectif, c'est en tant que logiciel de gestion, c'est de pousser la gestion et que la conformité, on puisse le sous-traiter à des partenaires qui sont spécialisés là-dedans et qui sont conformes à toutes les attentes de l'État. Et ça, vous avez déjà fait les tests? Oui, on travaille avec 3 plateformes, une dont on a finalisé l'intégration pour la Belgique et on continue. Voilà. Là, on est en train de finaliser la France et on est en train de choisir en fonction des coûts de chacun pour que ça soit le moins coûteux, voire gratuit pour nos clients, notamment en France. Ok, ça c'est important. Ouais. On en parlera un peu plus tard par rapport à ça. Mhm. Et donc, justement, par rapport à outils, l'objectif, c'est que par rapport à l'expérience qu'on a sur la plateforme, que rien ne change, qu'on passe de août à septembre et qu'on continue à préparer nos factures de la même façon, qu'on les envoie de la même façon. C'est juste que derrière, concrètement, il y a eu un paramétrage qui a été fait en amont avec l'activation de l'entreprise au niveau de l'annuaire de l'État. Et il y aura une petite vérification, mais ça, on va le faire sur une seule page pour vérifier que l'ensemble des données clientes et fournisseurs soient conformes, que les numéros de TVA soient renseignés, que les sirènes soient renseignés, ce genre de choses, et que l'envoi de factures soit bloqué si ce n'est pas le cas, chose qui existe déjà dans l'outil, mais avec une validation plus légère, parce qu'on valide ce qui a validé. Là, il y aura plus d'éléments à fournir, mais le but, c'est que le flux utilisateur reste exactement le même et que l'envoi se fasse de manière invisible en parallèle. Et côté Chorus Pro, que je vois ici, l'objectif, c'est de pouvoir intégrer directement Chorus Pro. Ça fait partie de nos objectifs depuis un petit moment, mais ça va être beaucoup plus facile avec les outils qui sont mis à disposition avec la facture électronique. Et donc, côté cabinet comptable. Ouais, alors, oui. qu'est-ce que j'ai prévu pour les architectes? Oui, c'est ça. Du coup, il va y avoir des gains directs pour les architectes. Donc ça, c'est chouette. Alors, c'est quand même des contraintes. Mais du coup, je reviens sur le slide précédent parce que j'ai oublié le gain principal qui est, alors oui, rien ne change au niveau de la vente parce que la facturation de vente est déjà plus ou moins automatisée dans l'outil avec l'envoi et les relances, mais ce qui change concrètement, c'est la réception des factures qu'on va venir centraliser dans la plateforme. Et donc, là où actuellement on télécharge les fichiers et on met à jour les données, donc il y a une forme de double saisie qui se fait. Là, ça sera automatisé et il y aura le matching automatique avec les frais généraux et les sous-traitants au niveau des projets qu'on aura juste à mapper sur les projets et les phases pour l'analytique de rentabilité. Donc, d'un point de vue gain, c'est assez important sur la notion de réception, dans le sens où on automatise ces doubles saisies. J'avais oublié de le noter, je l'ai vu ici sur l'écran, mais voilà. Désolé. Donc, côté cabinet comptable, effectivement, il y a aussi beaucoup de gains.
Oui, alors côté en fait expertise comptable, du coup vous avez la possibilité de recevoir et de transmettre les factures via les plateformes agréées. Du coup, en fait, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de perte de facture. C'est-à-dire que tout le monde on est obligé d'utiliser les factures, les plateformes agréées. Parce que ce qui se passe habituellement, c'est que les factures, elles arrivent par boîte mail. Donc ça peut être l'architecte, ça peut être l'associé, ça peut être aussi la secrétaire, l'assistante, ça peut être un collaborateur. Alors, de moins en moins par courrier, mais il y a quelques réticences pour certaines personnes. Et du coup, en gros, vous avez plusieurs canaux. Donc, vous allez gagner énormément de temps en matière de collecte de l'information. Et pour Outis, tout va être centralisé. Et du coup, à travers la plateforme agréée. Et donc, ça, c'est un gain de temps colossal en matière grâce à cette centralisation. Ça va être aussi un gain financier, puisque si on récupère toutes les factures, on va être capable de déterminer tout de suite la TVA, le montant de TVA à déduire, parce que je vous rappelle que s'il n'y a pas de justificatif, on ne peut pas déduire la TVA. Et s'il n'y a pas de justificatif, on ne peut pas la déduire de l'assiette fiscale sur l'impôt sur les sociétés ou sur l'impôt sur le revenu. Donc ça, ce sont les gains directs. Et j'ai pour habitude, en général, de dire, en fait, cette facture-là, on l'a perdue. Si c'est une facture, mettons, de 100 euros, 100 euros, il y a 20%, ça fait 20 euros. Si on l'a perdue, c'est 20 euros de perdu. Et ça va très vite. Et puis, vous allez avoir des gains indirects qui sont non négligeables. C'est que, en gros, si vous travaillez avec votre expert comptable, vous allez avoir, lui, il va avoir une vision à 360. Et du coup, vous allez pouvoir bénéficier plus de conseils. Parce que si on a la donnée, si on a les flux, en gros, on est capable de vous conseiller. Et ça, c'est important. On ne va pas attendre l'information puisqu'on l'aura. Et du coup, il faut en fait avoir en tête que la collecte de l'information, c'est en fait, on traduit, on va en fait mesurer ce qui est passé. Or, ce qui est important et ce que vous attendez souvent, c'est de voir le futur. Et c'est ça qui est important, c'est d'anticiper les mouvements. Donc, il va y avoir une notion de réactivité. Et du coup, on a parlé avec l'ordre régulièrement, en fait, du taux horaire. Et en fait, le taux horaire fait partie de ces éléments où on anticipe et la gestion va être au cœur en fait du sujet. Donc la facture électronique pour moi va de pair. Et dernier point en fait qui est important, c'est l'amélioration en matière de trésorerie. Alors, on ne le voit pas comme ça de façon directe, mais en gros, j'émets une facture, on est sûr que la facture a été mise, on est sûr qu'elle est reçue. On va avoir en fait normalement des délais de récupération des fonds plus rapidement, puisqu'il y aura date certaine. Et du coup, on est capable de relancer plus facilement en fait la maîtrise d'ouvrage. Je sais que c'est des sujets dans les agences d'architecture, mais ça doit faciliter, en fait, améliorer le besoin en fonds de roulement des agences d'architecture. Ouais. Donc voilà, côté comptable, pour moi, il y a beaucoup de gains et il faut effectivement travailler de pair avec votre expert comptable. Tout à fait. Et même pour nous, de notre côté, c'est les deux priorités de l'année, c'est ces flux à la fois des factures et les flux des paiements avec le module de trésorerie qu'on est en train de développer. Euh, D'avoir toutes ces données en temps réel, comme on était en train de dire, pour prendre des décisions beaucoup plus rapidement et être réactif et anticiper pour éviter les problèmes. Donc, en termes de gains, je suis assez d'accord que ça va être assez extraordinaire de pouvoir avoir tout ça en temps réel et pas attendre une semaine, 2, 3, 4 semaines pour avoir les factures d'achat à jour et prendre des décisions par rapport à la trésorerie. Oui, alors merci Maxime. Et en termes de gains aussi, ça peut-être, parce que c'est des développements, du coup, ça peut coûter peut-être un peu plus cher, mais en économie, in fine, vous gagnez de l'argent. Et ça, en fait, c'est important de le traduire. Vous ne subissiez pas parce que vous allez être en mode actif.
Ça, c'est un premier point. Et puis, je vois en fait dans le chat, on parle de est-ce que les factures sont archivées? Oui, elles sont archivées. On peut les collecter puisque, en gros, ça passe plateforme agréée, solution compatible avec l'outil et après directement dans le logiciel de l'expert comptable. Et du coup, ça va être dans le fichier électronique comptable classique. Donc, il faut savoir que en tant qu'expert comptable, on utilise déjà des solutions compatibles et on a déjà en fait ces outils comme qui sont aussi même liés à l'intelligence artificielle. Je suis désolé, j'ai pas trop suivi le chat, mais je regarde là. Juste pour la question, les trois plateformes de notre côté, c'est Dokun, Storkov et Pennylane pour le moment. Encore une fois, le but, c'est de ne pas se retrouver bloqué par un PA et c'est de pouvoir assurer la portabilité si jamais il faut. Mais pour les questions de manière générale, parce que je ne vais pas refaire toute la conversation, il y a Lisa de notre côté qui est en train de les lister pour qu'on puisse y répondre à la fin. Et de manière beaucoup plus complète, on vous enverra des retours détaillés à vos questions suite au webinaire, avec l'enregistrement et avec la documentation. Alors, les cas particuliers liés à l'activité des architectes. Vous allez en parler parce qu'il y en a pas mal. Est-ce qu'il y en a pas mal? Ça se trouve qu'il n'y en a pas. Il y en a pas mal. Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse tous les faire. On a été très ambitieux. Oui. Mais peut-être les plus souvent on ne serait pas forcément au courant, où il y aurait des choses à anticiper en amont. Oui. Je pense par exemple les notes de frais ou autres. Oui. Alors, du coup, en fait, ici, on a affiché des cas qui sont liés en fait à l'activité d'architecte. Et, et en fait, j'ai pris la plus simple ou la plus compliquée, mais parce qu'en fait, elle s'applique à tout le monde, quoi qu'il arrive, et quelle que soit en fait l'agence. C'est les fameuses notes de frais. Alors, en fait, pour les notes de frais, c'est le cas numéro 5 et le cas numéro 6 des cas d'usage de l'administration. Ça, c'est des cas qui ne bougent pas. Et en gros, on va imaginer un collaborateur d'une agence qui est en déplacement, il va dans un hôtel parce que en fait, il a un chantier ou un projet en province, bref, peu importe, ou un restaurateur, mais ça peut être aussi un loueur de voitures. Et l'idée, c'est que s'il va dans un hôtel ou un restaurateur, il va demander en fait une facture. Soit il s'identifie en tant que salarié de l'agence, et donc l'entreprise, et du coup, s'il s'identifie, ça veut dire que la facture, elle est adressée au nom de l'agence. Du coup, imaginez tout de suite, c'est en fait l'hôtel ou le restaurateur avec l'agence. Donc, c'est du B2B. Donc, si c'est du B2B, nous, ça veut dire que le chemin, si je vous rappelle le chemin, ça veut dire que l'hôtelier envoie la facture au niveau de sa plateforme agréée, qui va l'envoyer à la plateforme agréée de l'agence et l'agence va récupérer en fait cette facture. Et puis, en même temps, il va envoyer cette facture-là à la PPF, au portail public de facturation. Je ne sais pas si tu peux revenir sur le slide précédent qui était avec encore, là où il y a le schéma avec la PPF. Encore. Voilà, stop. Voilà. Du coup, imaginez le client, c'est en fait l'agence et le fournisseur, c'est l'hôtelier. Et l'hôtelier a envoyé en fait à travers sa plateforme agréée, numéro 1, la fameuse facture avec la TVA et il va également en fait l'envoyer à la PPF. Donc, ça veut dire que, en gros, le collaborateur, lui, il va payer avec sa carte bleue. Donc, ça va être un tiers payeur. Donc, il va payer pour le compte de l'agence, l'hôtelier ou le restaurateur. Et du coup, l'agence remboursera en fait la note de frais. Mais ça veut dire que la note de frais, elle est passée dans le hub de l'administration
et directement à travers les plateformes agréées. Ce qui supposera en fait en amont de l'organisation, parce que c'est comme ça que ça va se passer dorénavant, il va se passer que, en gros, il faut identifier que c'est le collaborateur, parce que si on a plusieurs collaborateurs, il faut identifier. Donc, ça veut dire qu'il va falloir créer un matricule pour chaque collaborateur pour identifier en fait le remboursement en fait de toute sa note de frais, parce que sa note de frais, in fine, va être dématérialisée. Et puis, en fait, pourquoi on met un matricule? Parce que si le nom du collaborateur arrive sur le portail public de facturation, on va avoir un sujet de RGPD. Donc, il est important en fait d'avoir ce sujet-là en tête. Donc, il va y avoir en fait pas mal de travail en amont du processus d'établissement ou de réception en fait de la facture. Et pour la note de frais, c'est un sujet pour l'hôtelier, pour le loueur. Dès lors que, je vous rappelle juste une obligation, c'est que dès qu'on dépasse le montant de 150 € en termes de facture, et dès qu'on loue une voiture, ça va au-delà de 150 €, eh ben, il faut qu'on ait une vraie facture avec le nom de l'entreprise, avec la codification. Je voudrais juste aussi rappeler une petite J'allais chose. dire, parce qu'en soi, Ouais. cette situation ne s'applique que à partir du moment où la dépense, donc la facture est au nom de l'entreprise. Oui, Ça oui, ne alors je s'applique vais pas à arriver, ça l'ensemble c'est le des cas notes de numéro frais. 5. OK. C'est le cas numéro 5. Mais effectivement, on peut avoir, mais juste je continue sur mon sujet, c'est que dans cette facturation-là, merci Maxime, ce qui est important, c'est qu'on parle d'adresse. Et du coup, on n'envoie pas ça par email. C'est ça qui est important. Donc au départ, peut vous paraître un peu lourd, mais in fine, vous allez gagner du temps. On va gagner, on aura zéro papier. Et du coup, si tout est bien référencé, en gros, le collaborateur récupérera, en fait, sera remboursé de l'intégralité de sa note de frais très facilement. Maintenant, on peut avoir le cas numéro 6, qui est en fait le cas que vous connaissez déjà aujourd'hui, c'est-à-dire que le collaborateur ne s'identifie pas et c'est un particulier. Du coup, c'est le restaurateur qui émet une facture, mais il n'y a pas le nom de l'entreprise, donc il n'y a pas le numéro de SIRET. Et du coup, le restaurateur ou l'hôtelier va directement l'envoyer à la PPF pour collecter en fait la TVA. Ça veut dire que l'agence va récupérer en fait toutes les notes de frais papier. Du coup, là, on reste en mode papier. Et du coup, ça veut dire qu'on aura d'un côté en fait des factures électroniques et de l'autre côté des factures papier. Et du coup, vis-à-vis de l'administration fiscale, ce sera un sujet pour la récupération de la TVA et la déductibilité de la charge, parce que, en fait, elle regardera. Alors oui, on pourra le faire, ça continuera, mais petit à petit, en fait, et je rappellerai juste le point en fait de l'évolution vis-à-vis de l'Italie. L'Italie a en fait changé son seuil et a baissé les seuils petit à petit pour pouvoir en fait être complètement en mode électronique. Donc il faut se préparer effectivement à avoir une évolution petit à petit. Il y aura de moins en moins de factures papier. Le Mais cas là, en d'usage, l'état, c'est 150. là, c'est 150, et puis on peut comprendre qu'il y a une tolérance au niveau de l'administration fiscale, puisque en fait le restaurateur, je vais au restaurant et ça va très très vite. Entre midi et 1 heure, tout le monde effectivement est à table. Le restaurateur n'a pas le temps de faire ses factures, ou ça, il va pas avoir le temps de mettre le nom de le nom de la société et en fait les références correspondantes. Donc forcément, aujourd'hui, il y a encore une tolérance et on verra en fait comment va évoluer l'administration à ce niveau-là. OK. Donc ça, c'est les cas numéro 5 et les cas numéro 6, les cas d'usage. Mais il faut savoir en fait que ça existe et ce qui est important, c'est de préparer en amont les choses. C'est ça qu'il faut avoir, parce que sinon on risque de s'en mêler les pinceaux. L'expert comptable qui veut récupérer votre comptabilité, ça va être compliqué. Et du coup, si on commence à ne pas être organisé en termes de processus, on va avoir des risques d'erreur.
Et là, par exemple, je vois la question de Sylvie sur le carburant de la voiture de location. Donc, la Ouais, voiture de location qui est au-delà des 150 euros, ça s'applique au K5, c'est ça? ouais. Mais le carburant, ce serait une Ah forme bah, de note de frais dépenses classique. ça va être mais la même chose pour le péage, puisque ça a été en fait déjà évoqué. On va avoir en fait des notes de frais classiques et puis petit à petit, on aura des systèmes de cartes, etc. Ok. Donc, à suivre. Ouais, ça va évoluer, hein. Il y a encore des choses qui vont évoluer, mais il faut s'attendre effectivement à passer en électronique de plus en plus. Et c'est pour ça que le nombre de cas d'usage en fait évolue. Je vois le temps passer. Je ne pense pas qu'on va pouvoir aborder l'ensemble des cas d'usage. Euh, Encore une fois, je précise que à la suite du webinaire, on va vous fournir une documentation assez complète sur les différents cas d'usage avec des fiches pratiques. Donc là, on était note de frais, on parle des acomptes, la cotraitance, la facturation de mandataires et de groupements. Je ne sais pas si bon, côté outils, on gère tout ça correctement et ça sera géré d'un point de vue électronique, c'est pas la question. Côté comptable, est-ce qu'il y a des sujets que tu voulais aborder? Oui, alors côté comptable, on a vu avec l'administration fiscale lors du congrès des experts comptables au mois de septembre-octobre 2025. En fait, il y a un sujet. D'abord, il faut juste rappeler que sur la notion en fait d'acompte, dès qu'on émet un acompte, il y a de la TVA. Parce qu'on voit encore chez des architectes, il n'y a pas de TVA. Donc ça veut dire que la TVA, elle est toujours assujettie en fait à l'encaissement. Non, pardon, elle est en fait due au moment de l'encaissement. Et du coup, je rappelle juste l'article 289.1.1 du CGI sur les obligations de faire une facture d'acompte avec de la TVA. Et juste à rappeler sur la facture électronique, il est important en fait quand on a un acompte, on va faire un solde que dans ce solde de facture, il faut bien rappeler en fait l'acompte, le montant de TVA, le montant en fait, la date de l'émission de la facture d'acompte, ainsi que le numéro, et ainsi que éventuellement la date en fait d'encaissement de l'acompte, puisque ensuite ça va être relié en fait dans les plateformes agréées, et les plateformes agréées, si tant est que on puisse effectivement déclarer et en fait la TVA de façon automatique avec l'administration fiscale. En gros, il faut éviter d'avoir toute la TVA à repayer intégralement puisqu'on aura déjà payé une partie. Et donc, c'est important, en fait, le formalisme de la facturation est important au moment, en fait, de l'acompte et au moment du solde. Donc, il y a un Ok. gros suivi à faire. Et ça, juste pour assurer, dans l'XML, il y a des champs et des références à prévoir, que évidemment on prévoit. Donc tout ça, encore une fois, ça se fait de manière automatique. Et Et, effectivement, il faut le prévoir pour bien le communiquer. et du coup, juste pour information ou pour la culture personnelle, c'est le cas numéro 20 et 21 des cas d'usage de l'administration fiscale, de la DGFIP. On Et on peut, avait on peut continuer. situation de travaux, sous-traitance, Ça, auto-liquidation. alors, Encore une juste fois. pour petit rappel, pardon, juste les situations de travaux, c'est aussi une facturation, ça va être la même chose. Et donc, il faut effectivement facturer, collecter éventuellement la TVA ou mentionner, quand on est en autoliquidation, de bien mentionner en fait l'autoliquidation. Mais ça ne change pas. Il faut bien en fait avoir les bonnes mentions en fait sur la facture. Ouais, on survole, mais Oui, il y oui, aura quelque oui. chose d'un peu plus complet. C'est des vrais sujets. Bah oui, les cas particuliers. Il y a- Tu disais, il y en a 42 là en état, Oui, il y en a 42, ouais. des cas d'usage. Les cas d'usage, ouais. Ok. Mais il y a une semaine, il y en avait 36. Non, c'était en 2020, fin 2024 et ça a été réactualisé et c'est sorti il n'y a pas longtemps.
à la fin de l'année 2025. En fait, ça évolue et avec l'ordre, on est tenu au courant. Ok. Donc ça, on était passé dessus pas mal sur Outils, donc Outils qui est votre logiciel de gestion pour tout ce qui est gestion de projet et analytique de chiffre d'affaires prévisionnel, rentabilité, et aussi tout le volet RH avec la saisie de temps et les congés et les notes de frais. Donc le consolider. Donc nous, notre objectif, au-delà de pouvoir gérer la facturation, en fonction de vos données projets, les états d'avancement, c'est de pouvoir effectivement faire cet automatisme de transmission et de réception pour réduire la saisie et garantir votre conformité. Donc sur ça, on a choisi d'avoir des partenariats avec des plateformes européennes, voire françaises, qui sont capables de gérer ces flux au moment donné, au moment voulu. Alors, concrètement, pour ceux qui écoutent, qu'est-ce qu'on a à faire là maintenant, compte tenu que l'obligation est en septembre? Du coup, alors je parle pour les experts comptables. Aujourd'hui, pour moi, l'idée, c'est de s'organiser. Donc, en fait, c'est de se rapprocher de son expert comptable sur le sujet, de voir un petit peu l'organisation. Et c'est-à-dire en termes d'organisation, c'est de recenser en fait ses fournisseurs, puisque en fait, la première chose, c'est de réceptionner en fait ses factures. Du coup, c'est d'avoir les numéros SIRET des fournisseurs, c'est de savoir d'identifier tout. Et puis, c'est aussi de vous inscrire à une plateforme agréée. Et du coup, bah, soit vous voyez votre expert comptable, soit vous vous rapprochez d'outils. Mais l'idée, ce qui est important, c'est de vous inscrire à une plateforme agréée. Alors, juste l'inscription d'une plateforme agréée, c'est assez simple. La plateforme, en fait, à la PPF, c'est s'identifier. Ce n'est pas un sujet non plus, mais ça va être en amont de l'organisation de savoir comment arrivent mes factures, mes notes de frais, parce que les notes de frais, c'est souvent un sujet. Pour quelle que soit en fait l'entreprise, il y a beaucoup de factures qui sont payées par la carte bleue du collaborateur ou par la carte bleue du cabinet, de l'agence. Et donc tout ça, en fait, ça doit être identifié correctement. Une fois en fait que ça c'est fait, l'idée, on y voit en fait un peu plus clair et c'est une cartographie qui est à mettre en place. Ça, c'est en fait hyper important d'avoir cette cartographie, que tout le monde soit au courant dans l'agence de cette cartographie, de savoir les flux. Et ensuite, effectivement, c'est l'architecte, son assistante, en lien avec son expert comptable, et puis la solution compatible. En l'occurrence, pour vous, c'est peut-être outil, et de façon à ce que ça soit fluide et sans couture. Ça. Je rebondis sur le concret. Donc, pour nous, il y a une page dans les paramètres de votre plateforme. Vous activez le fait de vouloir vous inscrire à l'annuaire et concrètement, c'est tout. Il y aura au niveau des registres des clients et des fournisseurs des champs qui vont devenir obligatoires. On va vous alerter sur les 3-4 prochains mois que vous ayez le temps de les mettre à jour. Et puis, petit à petit, il y aura des alertes qui vont se mettre quand on est en train d'envoyer des factures pour rentrer un peu dans l'habitude d'avoir les champs bien remplis. Mais concrètement, il y a une page, on l'active et on est bien sur l'annuaire. Et puis, dès qu'on commence à recevoir, vous allez les voir directement sur la plateforme. On s'occupe techniquement de l'ensemble de ces cas d'usage pour que tout soit conforme. Alors, moi, j'ai une dernière question. Alors, combien ça coûte, tout ça? Alors, combien ça coûte? Nous, on essaye de faire en sorte que ça soit gratuit, entre guillemets, c'est-à-dire inclus dans l'abonnement.
Nous, ça nous coûte parce qu'il y a un prix de processing par pièce. Ça dépend des PA. Il y a des PA pour qui ça sera gratuit. Donc, on va essayer de tendre vers ces solutions-là, qui sont d'ailleurs françaises. Il y aura des volumes. S'il y a des volumes qui sont, on va dire, excessifs, il y aura des facturations sur la surconsommation. Et le but, c'est de rester sur des niveaux de volume généreux pour que ça reste inclus et gratuit dans l'abonnement. Ça, c'est un coût, on va dire, direct, pragmatique. Il y a le coût d'installation, mais bon, ça, c'est négligeable du fait qu'il y aura juste le bouton à activer. Et c'est surtout ce que ça va vous apporter en termes de temps que vous allez gagner sur la double saisie notamment et sur la visibilité de vos données. Je ne sais pas si tu voulais ajouter plus sur ce sujet-là en termes de coûts. Je ne pense pas qu'il y ait des coûts niveau comptable. Alors, il y a des coûts pour tout le monde. En fait, il y a des coûts Oui. pour toutes les entreprises. C'est assez simple. En gros, ça va coûter de façon directe auprès de toutes les entreprises, puisque tout le monde, en fait, c'est une obligation. Et qui dit en fait obligation, dit en matière de logiciel, on va avoir en fait des coûts un peu partout. On a entendu parler de 18 centimes d'euros, en fait, la facture. Après, on est passé à 10 centimes. Donc, il y a eu plein de sujets là-dessus. Alors, en fait, en termes de coûts, il y a eu pas mal de discussions au niveau du congrès là-dessus. Mais il y a forcément des développements qui sont faits par les éditeurs avec des contraintes et des passages, donc du temps. Il y a une mise en conformité, mais aujourd'hui, moi, ce que je note, c'est un retour sur investissement pour toutes les sociétés qui vont l'utiliser, dans la mesure où, en fait, on va améliorer la qualité de l'information, puisque la TVA, on la collecte et puis on la reverse. Mais l'idée, c'est que plus tôt on a l'information, plus on est capable de réagir vite. Plus en fait on a l'information tôt, plus elle est propre et plus on peut avoir une gestion par projet, une gestion avec une gestion des temps, en fait faire un travail sur le taux horaire et être capable de revendre au mieux en fait l'intervention, que ce soit pour les architectes, pour les experts comptables, mais pour d'autres professions. Et donc, ce qui est important, c'est de voir en fait les choses autrement, et je dirais aujourd'hui gérer autrement, de façon à être proactif. Donc, pour moi, vous allez gagner en termes de rentabilité et en termes d'efficacité. Ça, c'est un peu, en fait, moi, ma réponse et ce que je vois dans les gens, dans les personnes ou dans les agences qui ont commencé à travailler sur le calcul du taux horaire et sur la fluidité de l'information. Je pense que le message aussi à faire passer, c'est ne tardez pas trop. Pour l'avoir vécu en Belgique, c'est mieux de s'y prendre un peu à l'avance, histoire d'être sûr des cas d'usage, pouvoir tester ce qu'il faut. Donc, n'hésitez pas. Ne pas subir. Voilà. Je ne pense pas qu'on aura plus de temps. On va peut-être s'arrêter là. Les questions ont tous été compilées. On va y répondre cas par cas. On va vous envoyer les réponses, un rapport, un document concret et des documents à suivre sur les cas d'usage précis qui sont liés à l'architecture. Merci. J'ai juste une petite précision. Je suis bavard, moi, c'est pas possible. J'ai juste une précision, c'est au niveau des experts comptables. En gros, les experts comptables ont une actualité une fois par mois, depuis 2 ans ou 3 ans, sur tout ce qui est facture électronique. Donc aujourd'hui, je ne fais pas de la promotion pour les experts comptables, mais ils sont en fait au courant de la facture électronique, ils sont au courant des process et de la mise en place. Donc, n'hésitez pas en fait à vous rapprocher d'eux
parce que c'est important d'être proactif sur ce sujet-là. Merci de nous avoir écoutés. Merci à tous. Bonne Et bonne facture. journée et on vous envoie tout à la suite. Et bonne facturation, effectivement.